Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Elle Entrepreneuriale. Aujourd'hui, la chance d'avoir Philippe. Bonjour Philippe. Salut, ça va bien? Yes, est-ce que tu pourrais te présenter vite? Je m'appelle Philippe Bisson. J'ai une compagnie qui s'appelle Nomade, chef à domicile à Québec. On est situé à Stoneham. Ça fait depuis 2014 qu'on existe. C'est ça. On fait du chef à domicile, on se rend chez les gens puis on déplace un resto où les gens veulent qu'on leur fasse un souper, dans le fond. Ça ressemble à ça. Et comment tu es devenu chef à domicile? Ça vient de où? J'ai étudié en gestion d'établissement de restauration au cégep. Ensuite de ça, pendant mes études, j'ai travaillé en resto dans des bons restos à Québec. La Tanière, Légende, entre autres. Puis, je me suis un peu tanné du milieu de la restauration. Je voyais moins d'avenir pour moi là-dedans. Puis, j'ai vu une opportunité dans du chef à domicile. Puis, j'ai décidé de partir de ma compagnie en finissant mes études. Puis, dans le fond, c'est ça, j'avais pas vraiment de risque là, à cette époque-là. J'étais chez mes parents. J'ai demandé à ma mère si je pouvais juste récupérer le sous-sol pour partir ma business. Elle m'a dit oui. Puis, ça a juste vraiment décollé à partir de là. Ça a super bien été dès le début. Puis je faisais ça pendant mes études aussi, pendant la fin de mes études. Puis quand j'ai fini mes études, j'étais déjà à temps plein là-dedans. Puis ça roulait déjà super bien. Fait que... OK. Puis la petite passion de la cuisine, as-tu toujours été là, excusez-moi? Oui puis non. Tu sais, dans le fond, j'ai commencé à cuisiner. Tu sais, c'était rien de sérieux. Puis tu sais, j'avais jamais vraiment travaillé dans un resto non plus. J'aimais ça faire des trucs chez nous, juste faire de la bouffe pour mes parents, puis des amis, mais tu sais, rien de, tu sais, comme un peu à tout le monde, là, genre un barbecue à l'été, puis des affaires de même. Puis c'est juste, tu sais, sur un coup de tête, en voyant un truc au cégep Limoilou, là, en feuilletant le pamphlet, que je me suis dit que ça avait l'air vraiment le fun, puis je me suis juste lancé là-dedans à la dernière minute. Le programme? Oui, c'est au cégep Limoilou, c'était gestion d'un établissement de restauration. Ouais. OK. Fait que... Puis t'allais là sans... dans le fond, c'est parce que j'étudiais en informatique avant. Je savais que je voulais avoir ma petite entreprise puis faire mes trucs, mais je savais pas en quoi. Puis, tu sais, le seul programme qu'il y avait juste d'entrepreneuriat, c'était comme gestion de commerce au cégep. Mais, tu sais, je suis pas allé là parce que je voulais juste pas gérer le commerce de quelqu'un d'autre. Puis, mon père avait une entreprise en informatique. Fait que là, il fallait que je trouve de quoi à faire après le secondaire. Fait que je me suis inscrit en informatique au cégep Limoilou, justement. Puis, pour vrai, j'haïssais ça. J'ai fait une session, puis là, quand la session allait recommencer, j'étais vraiment dans le déni, puis je savais que j'allais pas y retourner. Mais on était genre à 3 jours du début de la session. J'avais, je veux dire, là, quand mes parents m'ont demandé, puis es-tu prêt pour ta nouvelle session qui commence? J'étais comme, pour vrai, je sais pas si je vais y aller, j'aime pas ça. Puis je feuilletais le truc du cégep un peu stressé en me disant, qu'est-ce que je vais faire? Y a-tu autre chose, mettons? Puis là, j'ai vu gestion d'établissement de restauration. J'étais comme, Chris, ça a l'air le fun, j'aime ça cuisiner. Puis, ça a cliqué, là. Ouais, puis tu sais, dans le fond, la session commençait dans 3 jours. Là, fait que les inscriptions étaient finies. OK, c'était vraiment dernière minute. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, là, j'en ai parlé à ma mère, puis là, j'étais comme, il est trop tard anyway. Fait que, non. Puis là, il faudrait que j'attende 1 an parce qu'il n'y a pas d'admission à l'hiver. Puis là, elle était comme, ben non, ma mère, c'est vraiment une bonne vendeuse. Fait que là, elle était comme, ben non, laisse-moi appeler, là, je vais t'organiser ça. Puis là, finalement, elle appelle. Elle m'a tout géré ça, elle a parlé genre avec tous les directeurs puis tout. Puis au final, j'étais allé rencontrer au cégep juste avant que ça commence. Ça commençait pas le lendemain, mais mettons le surlendemain. Puis ça a été good là, ils m'ont inscrit là-dedans. Puis ça C'est une longue technique ou... C'est 3 ans. 3 ans. Ouais, fait que ça a comme vraiment été un coup de tête à la dernière minute, puis ça a vraiment bien marché. C'est vraiment à partir de là que ça a commencé. Ouais. Puis tu vois quoi un peu là-dedans? Tu fais-tu beaucoup de la restauration ou vraiment la gestion? Tu vois vraiment tout, dans le fond. Il Okay. faut vraiment que tu te spécialises dans un truc en particulier. C'est un peu le même programme qu'ils donnent à l'ITHQ à Montréal.
Fait que, tu sais, mettons, il y a, tu sais, profil cuisine, profil gestion, plus salle. Mais tu sais, tu vois tout. Tu choisis une fois dans le programme? Mais dans le fond, on fait tout. On n'a pas vraiment le choix de passer par tout, puis de tout faire, puis de tout passer. Fait que, tu sais, il y a mettons, il y a le service, il y a la sommellerie, il y a le bar, tu sais, mais c'est tout, on effleure un peu chaque truc. La gestion, c'est vraiment ce qui est la plus grosse partie du programme. Mais, tu sais, on apprend un peu à cuisiner, puis, tu sais, vraiment toutes les bases de ce qu'on peut voir en restauration, tu sais, marketing, comptabilité, etc. Vraiment toutes. Mais vraiment... C'est vrai, on effleure un peu tout. Fait que tu sors, si tu te spécialises pas en cuisine ou en service ou peu importe, ou en gestion, puis tu travailles pas sur le marché pendant tes études, tu travailles pas en resto, tu sors de ce programme-là, puis honnêtement, tu vaux pas grand-chose là, au final, parce que tu es comme un spécialiste de rien. Tu n'as rien vu, tu n'as rien fait. Fait que moi, ça a été la cuisine. Puis pour travailler, mettons, dans un restaurant comme cuisinier, t'es pas nécessairement tant outillé en faisant seulement ce programme-là. Tu sais, pour te donner une idée, un cours de cuisine, c'est comme 40 heures par semaine pendant genre 1 an. Mais tu sais, dans ce programme-là, on avait comme 4 heures par semaine. Fait que c'est pas beaucoup, mais tu sais, ça montre vraiment les bases. Mais pour partir sa petite entreprise, pour partir son resto, pour partir le chef à domicile, mettons, ça vraiment... J'aurais pas pu avoir une meilleure formation que ça, tu sais, vu justement qu'on touche à tout. Fait que moi, vu que c'est pas une grosse entreprise, puis que j'ai pas comme plein de comment on peut dire ça, une structure avec plein de postes, mettons, c'est un peu moi qui gère tout. Fait que d'avoir vu tout ça, c'était comme si j'avais tous les outils déjà pour partir ça. Ça a vraiment, vraiment aidé. Ouais. C'est quoi les premières étapes pour partir ça, un nomade? Je sais pas trop, là. C'est les étapes de base, là. Tester le produit, puis comme après ça, c'est juste de t'enregistrer, puis une étape à la fois, là. Je suis vraiment allé une étape à la fois, là. J'ai parti ça dans le sol chez mes parents sans trop savoir comment m'y prendre. Ça fait longtemps, là. Je me souviens plus exactement de ce que j'ai fait pour commencer, mais c'est ça, là, des tests de souper chez des amis, puis... pour choisir le menu, t'allais faire des tests chez des amis? Ouais, mais tu sais, je testais des trucs dans le sol chez mes parents. J'essayais tu sais, je faisais goûter à des amis, à mes parents. Tu sais, je faisais beaucoup de tests là-dessus. Tu sais, acheter de la vaisselle, tu sais, au final, t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour partir un chef à domicile. Tu sais, t'as besoin d'un petit local puis d'un peu de vaisselle, puis tu sais, tu peux partir ça, là. T'as pas besoin de... Puis, un chef à domicile, une journée type, ça ressemble à quoi? Ben là, ça dépend. C'est sûr qu'en début de semaine, je gère toute la compagnie, si on veut. C'est suivi avec les clients, les de la semaine. Machin, ouais. C'est sûr que là, il y a plus de paperasse administrative, si on veut, depuis que j'ai des employés. Mais c'est pas mal ça. Puis préparer les commandes, puis faire la production, la mise en place. Puis, il y a planifié tout... les prochains menus aussi, trouver du temps pour travailler là-dessus. Mais l'entreprise va bien, puis l'enjeu, c'est quasiment de trouver, de se libérer du temps en équipe pour être capable de tester des plats et tout, là. Vu que ça va vraiment bien. Mais là, en ce moment, c'est la période qui est un peu plus creuse. Là. On est au mois de mars, avril, mettons. La demande est un peu moins forte là, mais on a besoin de ces périodes-là, justement, pour travailler. C'est quand les périodes qui a plus de je dirais, clientèle. Quand il commence à faire froid, mettons, ben, l'été, c'est toujours vraiment bon. Mettons, mes 2 plus gros mois de l'année, je pense que c'est juin puis décembre. Mais à partir, mettons, à partir de juin jusqu'à février, là, c'est vraiment là qu'il y a le plus de demandes. Mais sinon, on a toujours de la demande. Mais je dirais que c'est pas mal plus ça, les grosses périodes. Sinon, as-tu beaucoup de clientèle? Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, on part dans une semaine. Ben, c'est sûr que, dans le fond, si on veut, on peut pas faire énormément de clients. C'est comme si on peut juste faire une table par soir par chef, finalement. Si, mettons, là, on peut faire 3 tables par soir. C'est comme si on a un resto, dans le fond, de la façon qu'on travaille au niveau de la production et tout. C'est juste que nos tables sont dans des endroits différents. Fait que, tu sais, on peut faire, mettons, un groupe... le minimum, c'est 8 personnes, mais on peut le faire 50 personnes
aussi, là, mais avec, mettons, une équipe de service et tout. Mais pour un cuisinier, tu sais, c'est seulement un groupe. Fait que, tu sais, il y a des samedis, il y en a 4 dans le mois, là, fait que ça fait pas énormément. Mais en général, tu sais, on a de la demande pour, tu sais, jeudi, vendredi, samedi, puis, tu sais, de temps en temps, le mercredi, là. Ouais. Puis, mettons, comme les tables de 50 personnes, là, est-ce que c'est tes employés qui servent ou c'est de la sous-traitance, un peu? Ben, dans le fond, avant, tu sais, c'était moi qui prenais les vraiment plus gros groupes, mais là, tu sais, maintenant, mon staff est quand même capable de prendre ces gros groupes-là. Fait que ça dépend vraiment, tu sais, chaque semaine est différente, là. Fait que, pour quelqu'un qui aime pas les trucs routiniers, je veux dire, c'est toujours un nouvel endroit, c'est toujours un nouvel événement, un nouveau défi. Tu sais, quand tu as un resto de 30 places, ben, tu sais, tu t'arranges pour booker tes 30 places, puis c'est ça, là. Tu sais, au final, tu sors toujours les mêmes 30 places. Mais nous autres, c'est toujours dans un emplacement différent, puis avec des clients différents, une cuisine différente, puis un nombre de personnes différents. Fait que, il faut tout le temps, on transporte notre vaisselle, on transporte tout le matériel. Fait que, c'est quand même éreintant aussi. Mais d'avoir une équipe, puis de faire ça, tout le monde ensemble, ça va vraiment bien. C'est super le fun. Puis au niveau de l'équilibre de vie, si on veut, là, pour un cuisinier, mettons, c'est vraiment nice. OK. Fait que t'as un beau... entre professionnel puis vie privée, t'as un bel équilibre. Ouais, ben, tu sais, dans le fond, c'est plus que la charge de travail est moins grande, si on veut. Okay. On fait juste... On sait d'avance exactement combien de clients on a à servir. On ne sent pas 500 personnes par semaine. Fait que c'est quand même du qualitatif là, qu'on fait. C'est pas du gros volume. Puis, tu sais, ça, dans le fond, pour un cuisinier, tu sais, mettons un cuisinier qui veut, mettons, travailler dans quelque chose pas de plus haut de gamme, là, mais tu sais, c'est vraiment le fun pour un cuisinier d'avoir le feedback en temps réel. Là. C'est un peu ça que je veux dire. Là. Dans le fond, tu sors, c'est vraiment une expérience privée, puis ça, c'est cool parce que, mettons, tu as 8-12 personnes, les 8-12 personnes sont à table. S'ils sont intéressés par ce que tu fais, tu as les feedbacks en temps réel, tu as le côté service qui est vraiment le fun aussi. Fait que, si les gens trouvent que c'est bon, tu vas le savoir tout de suite. Puis ça, c'est vraiment gratifiant pour un cuisinier. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a en restauration, mettons. OK. Puis c'est quoi ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur autonome? Ça évolue. Pour vrai, ça dépend. Ça change. Quand je suis tout... Tu sais, mettons, si je suis tout seul pour faire ça, ou si un chef à domicile qui est tout seul, puis il n'y a pas d'employé, puis genre sa business de même, puis il peut juste prendre des contrats pour lui-même, les défis vont être différents. Je pense que là, pour ça, le plus gros défi, ça va être de la gestion du temps, puis de prioriser ses disponibilités. Puis là, tu sais, moi, avec quelques employés, ben les défis changent un peu. Là. Plus gros défi, je pense que c'est continuer de faire des menus qui sont intéressants, puis de garder mon staff là, de les garder motivés, puis de leur faire sentir qu'ils ont de la valeur, puis que j'apprécie de travailler avec eux, puis c'est ça. Puis ça arrive-tu qu'il y ait des imprévus? Tout le temps. Oui. C'est ça, puis comment tu gères ça? Ben, ça dépend de l'imprévu, là. Je sais pas si t'as une situation en particulier. Ça arrive-tu, mettons, que des clients ils annulent dernière minute? Ça, on est quand même chanceux, ça arrive pas souvent. OK. Ça arrive vraiment pas souvent. On a une belle clientèle pour ça, tu sais. C'est arrivé, tu sais, je veux dire, la vie est drôlement faite, là. C'est arrivé, mettons, je sais pas, il y a quelques mois qu'on avait comme des annulations quand même fréquentes, mais tu sais, on le sait, c'est pas le jour même, là, c'est juste... Okay. Mettons, ça peut être genre 1-2 semaines avant, mais c'est dur de rebooker, mettons, cette disponibilité-là à 1 ou 2 semaines d'avis. Juste, faut quand même, si les gens reçoivent chez eux, puis pour un groupe d'amis ou de la famille ou peu importe, les gens en général prévoient ça un peu plus à l'avance. Mais ouais, c'est ça. Ça arrive que des gens annulent, mais on est quand même chanceux là-dessus. Fait que, je charge même pas de dépôt en ce moment, là, parce qu'on n'a pas un gros taux d'annulation. Là, fait que c'est quand même le fun pour ça. Puis des clientèles, ils bookent de où? Sur ton site web? Ouais. Ou c'est... Ouais, surtout sur le site Internet. Là, c'est comme le funnel le plus
le plus pratique pour tout le monde, je pense. Ils font juste aller sur le site puis réserver. Mais il y a beaucoup de bouche à oreille aussi. Okay, mettons, juste quelqu'un qui va donner, mettons, mon numéro de téléphone, mon courriel. Puis j'ai quand même pas mal de demandes juste par courriel ou par téléphone. Je suis pas tant présent sur ces médias sociaux. Fait que ça peut venir de là une fois de temps en temps, mais pas tant que ça. Je veux dire, c'est sûr que ça viendra pas de là, je suis pas assez présent là-dessus. Fait que les clients vont pas. Ma page Facebook est pas full intéressant, mettons. C'est vraiment plus mon site web que. Ça change un peu, là. Mais surtout avant, quand tu cherches pour un chef à domicile, je pense sur le Google. Puis je voulais vraiment avoir un bon SEO pour sortir en premier, puis je pense que ça marche quand même bien. Fait que je sors quand même pas mal d'un top. Je pense que quand tu cherches chef à domicile Québec, je pense pas mal moi qui sort. Puis j'ai misé pas mal là-dessus, sur avoir un site qui est vraiment sharp, puis une belle image de marque. Ouais. C'est ça. J'étais allé dessus, c'était vraiment impeccable. Cool, merci. Puis je voulais savoir aussi les allergies. Comment vous dealez avec ça? Pour vrai, ça va, là, tu sais. C'est plus compliqué parce qu'il faut le prévoir vraiment à l'avance. Quand tu as un resto, puis les gens sont sur place, tu peux freestyle quelque chose. Mais c'est juste de le prévoir à l'avance. C'est juste de s'assurer que les clients aient demandé à leurs invités s'il y a des allergies. Mais finalement, c'est facile à gérer, puis on a toujours une solution. Ce qui est compliqué, c'est vraiment... on a une certaine limite aussi. Il y a des gens qui ont comme un amalgame d'allergies que c'est pas possible. Fait que, quand les allergènes sont vraiment trop importants, des fois, on dit que on peut pas le faire, là, juste parce que, premièrement, ça va être dur pour la personne de juste se laisser aller là-dedans. Si elle a, mettons, des vraies allergies, choc anaphylactique là, sur plein d'affaires, puis que de pas savoir, mettons, si on est si sharp que ça. La personne, juste le lien de confiance n'est pas nécessairement établi. Fait que, pour cette personne-là, c'est peut-être un peu moins le fun. Fait que, je propose les deux trucs. Là, on peut essayer de faire un menu. On le fait, là. Mais c'est juste, j'ouvre la porte. Changer le menu? On adapte le menu pour les personnes qui ont des allergies. On ne change pas le menu pour tout le monde, mais on a un menu spécial pour cette personne-là. Puis on le gère vraiment au cas par cas. On fait comme des ajustements nécessaires pour la personne spécifique. Des restos en général vont plus avoir des menus comme des plats sans allergènes, ou genre un dessert sans rien. Là. On fait pas vraiment ça. Là. On le gère vraiment au cas par cas. Puis c'est ça. Si les allergies sont trop importantes, on ouvre la porte pour, si la personne veut comme s'amener quelque chose à manger sur le side aussi. Là. On veut que tout le monde soit à l'aise. Puis, au final, on veut juste que tout le monde passe une belle soirée. Là. Je pense que les gens le ressentent aussi. Là. Quand on adapte un menu qui pour des allergies complexes, les gens sont vraiment, vraiment contents. Là. Puis c'est ça aussi qui aide à fidéliser une clientèle. Si tu prends soin d'eux, puis ils vont avoir le goût de te rappeler, mettons. Puis comment tu fixes les prix compétitifs, en fait? C'est sûr qu'il faut que tu regardes ton food cost, mais il faut aussi que tu regardes un peu la compétition. Puis il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte aussi. Pour un resto, il faut vraiment que tu regardes ton food cost. Mais pour nous, c'est plus aussi chaque contrat a un coût d'opportunité. Il faut être capable de calculer le truc pour faire des moyennes pour, mettons, à la fin de l'année, ça fasse un salaire intéressant aussi. Fait qu'il y a vraiment le food cost à prendre en considération, mais il y a aussi à prendre en considération que c'est comme un service quand même de luxe. Là, c'est un événement privé. Tu déplaces le resto directement chez vous. Fait que, ça a un prix aussi, mais on réussit à être vraiment très, très compétitif. Là. Pour ce qu'on sert, le prix qu'on charge, vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup de frais fixes puis de dépenses, on est capable d'avoir un truc qui est vraiment, vraiment compétitif. Ça a toujours été un peu là-dessus que j'ai tiré mon épingle du jeu, en gardant mes frais d'opération quand même bas. L'atelier de production, j'ai vraiment fait un gros atelier de production vraiment, vraiment cher, mais c'est chez nous. Fait que, au niveau fiscal, c'est sûr c'est plus avantageux pour moi.
Fait que c'est ça. Ça me permet d'avoir des prix qui sont quand même compétitifs. T'as-tu des petits coups cachés que les gens ils pensent pas? Des coûts cachés? Ouais. Des petites dépenses. Ben là, vite de même, je sais pas. Là, des coûts cachés. Vite de même, je vois pas. Là, mais tu sais, non, je pense pas. Ah, OK, pas de problème. C'est quoi ton moment le plus difficile dans ta vie d'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur. Ben, je pense que la pandémie, là, on se le cachera pas. Mm-hmm. Je pense que ça a été ça. Ça a dû faire mal, ça. Ouais, mais tu sais, j'ai quand même je suis quand même vraiment bien entouré. Tu sais, comme je t'ai dit, ma mère m'a beaucoup aidé. Mon père m'aide beaucoup aussi dans le truc. J'ai parti la business dans le sol chez mes parents. Ça marchait bien. J'avais littéralement 0 dépense. Fait que j'ai pu tu sais, quand même accumuler de l'argent pour me construire mon local, tu sais, plus tard. Mais t'étais-tu quand même capable de faire des clients? Ou... Non, ben, tu sais, il y avait du prêt-à-manger. Tu sais, pour revenir à la question, c'est juste que j'avais quand même de l'argent de côté. Puis vu que j'avais pas vraiment de grosses dépenses, puis j'avais pas nécessairement d'employés à cette époque-là, c'était comme pas mal moins stressant, si on veut, là. Si j'étais fermé, c'était pas la fin du monde. Mais tu sais, pour un resto, mettons qu'il y a une équipe puis des piliers d'entreprise puis tout, si tu mets la clé dans la porte puis tu veux revenir un an plus tard ou tu sais, faire des « Ah ben là, on ouvre, ah ben là, on ferme, ah ben là, on ouvre, puis là, OK, là, va falloir fermer les restos. » Mais là, tu peux ouvrir, mais juste à capacité 50%. De jouer comme ça, c'est vraiment, vraiment tough là, pour une entreprise de même. Parce que, tu sais, il faut faire travailler du monde puis il faut les payer. Puis c'est ça. Fait que mettons, mettre la clé dans la porte, puis de fermer pendant 2 ans, puis d'après ça, réouvrir, tu sais, ton équipe s'est réalignée ailleurs, là. Fait que c'est ça. Ça a été surtout difficile pour les restaurateurs. Pour moi aussi, ben, je pouvais juste pas travailler, puis c'était un peu n'importe quoi, là. C'était des ouvertures, des fermetures un peu sans préavis. C'était dur à naviguer là-dedans. C'était pas mal ça mon plus gros défi. C'est pendant combien de temps que t'as pas pu faire de clients à cause de la pandémie? Ben, c'était un genre de 2 ans en and off, là, au final. Que, on a pu en faire un peu l'été, mais c'était pas... c'était pas très cool. Les groupes étaient petits, puis les gens déjà recevoir à la maison ils étaient un peu frileux. C'est comme... en tout cas, bref, c'est ça. Fait que c'était 2 ans un peu bizarre. Que, on a fait du prêt-à-manger, mais on l'a pas fait longtemps parce que c'était vraiment, pour être tout seul là-dedans, c'était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail pour ce que ça rapportait. Au final, c'était juste pas rentable. Mais c'est du prêt-à-manger, c'est... Ben, c'était, mettons, je sais pas si tu as déjà vu ça dans les restos pendant la pandémie, mais tu sais, ils faisaient des menus qui étaient comme tout prêts à réchauffer ou comme avec des petites instructions, puis comme tu te faisais ton propre, mettons, menu. Mais tu sais, cette formule-là, il fallait la changer régulièrement. Fait que de tout refaire comme les chaînes d'envoi de email, puis toutes ces affaires-là, tu sais, c'était vraiment, vraiment du stock en étant seul. C'était vraiment trop de stock pour ce que ça rapportait. Fait que tu sais, la 2e année, je n'ai pas vraiment fait. Puis c'est ça. J'ai profité de ce temps d'arrêt-là pour construire ma cuisine de rêve finalement dans notre atelier de production en ce moment. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait. Puis ça ressemble à ça. Mais c'était stressant de ne pas savoir ce qui allait arriver. C'est ça. Il y a pas mal de monde qui sont dans le même bateau que moi, mais moi, j'étais pas dans une situation si critique que ça. Peux-tu nous partager une leçon que tu as apprise en tant qu'entrepreneur, encore une fois? Une leçon? Je sais pas. Il faudrait que j'y pense un peu. Une leçon. Ben, il y a toujours... leçon. Peut-être conseil, whatever. Il y a bien du monde qui ont peur de se partir en affaires, peur que ça marche pas, peur de ci, de ça, puis qui voient ça vraiment trop gros pour ce que c'est. Au final, faut vraiment partir une entreprise, je pense, avec une naïveté extrême. Puis juste te lancer là-dedans. C'est pas pareil que si tu as des millions à investir, mais si, mettons, tu es capable de bâtir ton truc une marche à la fois, tu y vas une marche à la fois. Si ton branding est dégueulasse là, le jour 1, on s'en fout. Là, tu peux le modifier n'importe quand. Tu peux changer tout n'importe quand. Fait que c'est juste d'évoluer une marche à la fois. Au final, c'est vraiment ça je sais pas, le meilleur conseil que je peux donner. Là. Tout est possible, mais c'est juste
vas-y, une marche à la fois. Puis tu sais, au final, ça peut ne pas marcher, mais si tu restes chez vous à te dire que c'est trop compliqué, tu n'arriveras jamais à rien. Puis se partir en affaires, c'est vraiment cool. C'est vraiment motivant. OK. Puis si tu avais à refaire Nomade, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu changerais? Hey, sérieux, je suis pas tant, je pense. Ça a vraiment bien marché. Je suis vraiment chanceux d'avoir été entouré comme ça. Puis je suis chanceux que la clientèle soit au rendez-vous. Je pense pas qu'il y aurait quelque chose que j'aurais fait de différent. Vite de même, ça me vient vraiment pas. Là. Je suis vraiment content du parcours que j'ai fait avec ça. Puis non, pour vrai, non, je pense pas. La petite dernière question. Ouais. Ton plat préféré? Mon plat préféré, at large, ben, j'aime vraiment la pizza. J'aime vraiment la pizza. Pour vrai, j'aime vraiment le fast-food en général. J'aime vraiment les trucs gras, salés. Tu sais, c'est pas mal le classique de tous les cuisiniers, là. On aime les trucs gras, salés, tu sais, qui c'est vraiment goûteux. Fait que je dirais ça. J'ai un penchant pour le fast-food, mettons. Parfait. Fait que c'est qu'on peut te trouver? On peut me trouver sur Internet au nomadechef.com. Puis c'est ça. Merci d'être venu. Mais ça fait plaisir, man. Merci à toi.